Vous les connaissez, ce sont vos voisins, ce sont les épiciers du coin, les parents des amis de classe de vos enfants. Vous les connaissez, ils sont comme vous et moi, à un détail près. L'État belge ne les reconnaît pas, ils sont sans papier. On aborde cette réelle et problématique difficulté aujourd'hui sur ce plateau des sans-papiers avec nos invités. Bonjour à toutes et à tous et bonjour, bienvenue à mes invités. J'ai le grand plaisir de recevoir trois femmes aujourd'hui. Soti Societango, vous êtes directrice générale du CIRE, Coordination et Initiative pour réfugiés et étrangers, qui soutient une campagne actuellement qui est à court dont nous reparlerons, We Are Belgium Too. Bonsoir. Bonjour plutôt. Societa. Nous avons également sur ce plateau Antonella Lacatena. Bonjour Antonella. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Sans Papiers TV. Alors Sans Papiers TV, c'est un groupe de médias dont vous allez nous parler, indépendant, pour et par les sans-papiers, avec pour objectif de raconter les histoires de lutte et de vie de ces personnes sans-papiers. Et puis nous avons Maria, qui est brésilienne. Vous êtes sans papier, vous Maria. Vous êtes là pour nous témoigner cette vie faite de difficultés, aussi de bonheur, de plaisir d'être ici en Belgique. Vous avez 50 ans Maria, 3 enfants. En 99, donc vous venez du Brésil. En 99, vous arrivez en Belgique après avoir passé une période très difficile économiquement dans votre pays. Vous décidez de faire le pas et de venir chez nous pour des jours meilleurs, sans vos 3 enfants que vous laissez dans un premier temps au pays. Et puis en 2009, une bonne dizaine d'années plus tard, vous avez vos papiers. Et puis, que se passe-t-il? En 2013, vous devez rentrer au pays, au Brésil, avec un de vos enfants pour des raisons très importantes et impérieuses. Et à votre retour, c'est la déconvenue. Racontez-nous cette période d'espoir d'arriver en Belgique et puis de déconvenue, je dirais, quelques années plus tard. Maria. Bonjour, merci beaucoup de nous donner cette chance de parler un peu de toute cette histoire des sans-papiers. Oui, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance en 2009, avoir mon titre de séjour, que c'est le rêve de toutes les sans-papiers qui sont sur le terrain de la Belgique. Mais malgré tout ça, j'ai dû rentrer au pays, comme vous venez de le dire, pour des raisons très, très fortes. Et je restais un moment là-bas. Et quand je suis revenue, j'étais radiée de la commune. Je devais recommencer mon parcours à zéro. Je suis allée voir 2 ou 3 avocats qui m'ont dit pas de chance, il n'y a pas moyen de récupérer la carte, il faut recommencer à zéro. C'est vraiment une détresse, comme vous venez de dire, parce que j'ai connu la vie sans papier. Quand je suis arrivée, j'ai passé 10 ans sans papier. Et après, j'ai eu mes papiers. Le rêve s'était accompli. J'ai passé 3 ans avec mes droits, mes papiers, le rêve qui était. Et après, j'ai perdu de nouveau, je suis revenue sans papier. Et maintenant, c'est encore pire qu'en arrivée. Parce que maintenant, comme tu as connu la vie avec tous les droits, tout le regard différent. Maintenant, il faut lutter bravement. Mais maintenant, le contexte est un peu plus difficile qu'avant. Mais je ne me baisse pas les bras. Je lutte avec beaucoup d'autres camarades, beaucoup d'autres sans-papiers qui sont sur le terrain. Et on va réussir cette campagne, on va réussir cette lutte. Alors, justement, 10 ans sans papier, ça représente quoi? Donc, vous avez lutté pour les avoir. Pourquoi les avez-vous eus? Et puis, pourquoi les avez-vous perdus? Expliquez-nous quelle est cette procédure un peu particulière de on a les papiers et puis on est dans les mêmes conditions, mais on ne les a plus d'un coup. Comment est-ce possible? J'ai eu les papiers parce que je suis rentrée dans l'ancrage local durable. Moi, j'ai remplissé, on va dire, les critères qui demandaient. J'ai eu les papiers avec mes enfants, mes 3 enfants. Et après, j'avais la carte de 5 ans. D'abord, on a cette carte de 5 ans. On doit passer 5 ans avec cette carte. Il y a quelques-uns qui ont la carte de 1 an. Moi, j'ai eu la chance d'avoir la carte de 5 ans. Je devais avoir 5 ans avec cette carte. Et après, je devais la changer. Et 2 ou 3 ans après, je pouvais demander la nationalité belge. Mais avant que j'arrive à 5 ans, je dû aller au Brésil pour des raisons familiales. Et je n'ai pas pu rentrer avant que je puisse demander la nationalité belge. Bon, je rentre, j'étais radiée de la commune parce que je n'avais pas de domicile. Et je dois recommencer à zéro. J'ai perdu, ils ont tout annulé. Alors pourquoi justement ne pas reprendre les droits que vous aviez puisque vous aviez rempli ces critères-là? Pourquoi ne pas juste reprendre là où c'était laissé finalement? Parce qu'en fait, la politique et les critères, ils ne sont pas clairs. C'est pour ça qu'on lutte maintenant pour avoir des critères clairs et permanents. Une fois que tu as eu tes droits, que tu ne le perds pas. Parce que c'est vraiment compliqué de le perdre et après recommencer à zéro. Et maintenant, ils me demandent de nouveau remplir tout le dossier. C'est déjà moi, je suis si tu vois dans les panneaux là, je suis dedans. Quand j'arrive dans un hôpital, par exemple, ils tapent ma date de naissance, je suis là, je vois ma photo, je vois que je suis là. Dans l'Office des étrangers, je suis là. J'ai le numéro national et tout. Mais je n'ai pas le droit
on va vous dire comme ça. Et maintenant, je recommence à zéro en train de faire un nouveau dossier avec tous les critères que j'avais déjà introduits. Il y a encore des autres que je rajoute pour essayer de récupérer le droit d'être sur le terrain. Vous avez une vie presque normale, je le disais d'entrée de jeu. On vous croise chaque jour, vous travaillez, vos enfants sont scolarisés, vous vivez comme nous, tous, à cette différence qu'une vie sans papier, ça représente quoi? La peur de quoi? Quelle chose vous ne pouvez pas faire sans ces fameux papiers? Mais en fait, on vit vraiment presque comme tout le monde. Sauf qu'il y a cette peur d'être contrôlé et d'être enfermé dans des centres fermés, parce qu'on sait qu'il y a plein de sans-papiers qui sont dans des centres fermés, fermés comme des prisonniers, comme des bandits. Ils restent là pendant plusieurs mois en attendant un vol pour être renvoyés chez eux. Et la peur de... être dans le centre fermé, c'est une peur. D'avoir le rêve cassé, parce qu'une fois que tu rentres dans ton pays, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas revenir parce qu'ils ont tout ramassé pour venir une fois. Et une fois qu'ils sont renvoyés, ils ne savent plus revenir. C'est le rêve qui va être cassé. On a la peur aussi d'être humilié, parce que la plupart, quand on se fait attraper par la police, on est humilié, vraiment. Et ça, je peux vous jurer, parce que j'ai eu beaucoup... Moi, grâce à Dieu, je n'ai jamais été contrôlée par la police, mais je connais beaucoup de gens qui ont été contrôlés et qui ont été traités comme vraiment des... Je ne sais même pas des bandits. Des humiliations, mais des humiliations graves. Et on est des travailleurs, des travailleuses, des mères et pères de famille qui viennent ici pour trouver une meilleure vie à notre famille. Vous n'êtes pas bandit. On ne vient pas ici pour voler quoi que ce soit. Vous n'avez pas peur de parler là, visage découvert aujourd'hui, Maria? Si, j'ai peur, mais aussi j'ai le courage. Parce qu'il faut quand même annoncer, il faut montrer à tout le monde qu'est-ce que c'est un sans-papier. Parce que parfois, les gens, ils nous regardent avec ce regard qu'on est là pour voler la place de quelqu'un, qu'on est là pour voler les droits des autres. Mais ce n'est pas ça. On n'est pas coupable de naître dans le pays qu'on est né. On n'a pas choisi ça. On n'a pas choisi d'être dans la pauvreté de notre pays. On peut rêver quand même d'avoir une meilleure vie pour nous et pour nos enfants, comme vous et comme tout le monde. On a ce droit. On ne part pas de gaieté de cœur. Vous n'avez pas quitté le Brésil de gaieté de cœur. Non. Est-ce que vos enfants ont leurs papiers aujourd'hui, Maria? Une fille. Ma deuxième fille, elle a gardé ses papiers. Elle a ses papiers. Elle a 2 enfants qui sont nés ici. Et mon fils, qui à l'époque, je suis partie, il est parti avec moi parce qu'il avait 15 ans, il était mineur, il était obligé de partir avec moi. Et maintenant, il a 21 ans, il n'a pas ses papiers, et il travaille dans la construction. Et ça me fait mal au cœur de voir mon fils qui pouvait faire une autre chose, je ne sais pas, qui pouvait faire tellement de choses. Parce qu'on peut faire par exemple des études, vous disiez, mais on n'a pas de diplôme. On fait des études pour rien, puisque sans papier, on n'a pas de diplôme. On peut faire des études, mais jusqu'à l'âge de 18 ans. Quand tu arrives à 18 ans, tu es expulsé de l'école. Tu ne peux pas continuer, tu ne peux jamais aller à l'université. Oui, quand même, il y a une petite somme qui est gardée pour les sans-papiers, mais ça, c'est très rare que les gens arrivent à avoir cette place pour aller à l'université. La plupart des sans-papiers, ils ont le rêve, les jeunes sans-papiers, ils ont le rêve d'aller à l'université cassé. Ils ne peuvent pas rêver de ça. C'est comme si c'était interdit à un sans-papier de pouvoir avoir accès à une profession diplômés, on va dire comme ça. Est-ce que les gens que vous côtoyez, vos voisins, les parents des amis de vos enfants, connaissent votre situation? Et qu'en pensent-ils? Ben, quelques-uns connaissent, mais on va dire que ça ne les touche pas vraiment, parce que c'est comme si, ah oui, tu as choisi de venir, c'est ta faute si tu es là. Et d'ailleurs, on entend beaucoup ça, qu'ils ne font que rentrer chez eux, parce que s'ils sont là, parce qu'ils ont choisi d'être là, s'ils souffrent de ça, c'est parce que c'est eux qui ont choisi, mais parfois, ce n'est pas que tu choisis d'être là. Maria, on reparlera avec vous de cette problématique du travail aussi, avec Société Go et Antonella. Mais je vous propose une petite capsule assez émouvante, on va le dire, vous n'êtes pas la seule. On estime à environ 150 000, voire plus, parce que les chiffres sont difficiles à établir, évidemment, sans papier aujourd'hui en Belgique, dont des enfants. Alors voici une petite capsule qui a été réalisée, on en parlera avec Antonella, par Sans Papier TV justement. Fernei et Sofia, venus de Colombie, témoignent. Vida, ay vida, vida. Pour moi, la vie en Belgique, c'est bien parce que ici, je vois qu'il y a plein de personnes différentes d'autres pays et on se fait beaucoup d'amis. J'aime trop. Je m'appelle Fernei, j'ai 13 ans, je viens de la Colombie, la capitale Bogota. Elle, c'est ma sœur Sofia.
et on a 5 ans ici. On est venus tous en Belgique parce qu'on n'avait pas trop de l'argent là-bas et on pensait que c'était mieux la vie ici. On avait une deuxième chance. Là-bas, il fallait payer beaucoup pour l'université. On n'avait pas trop de chance comme on a ici. Là-bas, c'est plus dangereux. Il y a beaucoup de personnes parfois méchantes et tout ça. Les personnes avec des papiers, ils peuvent voyager, faire beaucoup de trucs. Et une personne sans papier, ils peuvent seulement faire, ils doivent faire l'école. L'école et venir à la maison, aussi toujours comme ça. Et c'est comme si on était des robots, des trucs comme ça. Et ce qui m'inquiète aussi trop, c'est quand je termine l'école, j'ai peur de ne pas avoir le diplôme de l'école, parce qu'on n'a pas de papiers. C'est ça que j'ai un peu peur. J'ai envie de continuer l'étude jusqu'à l'université. J'ai envie de chercher un travail que j'aime bien. C'est pour ça que ça m'inquiète beaucoup. Parfois, c'est les vacances. Quand on arrive à l'école des vacances, moi, j'arrive, mais madame nous pose la question où vous êtes allé et tout ça. Moi, je lève pas le doigt parce que toujours je suis à la maison, alors j'ai rien à dire. Mais j'écoute les autres et les autres, ils voyagent, ils vont faire du sport et tout ça, au foot et tout ça. Mais moi, j'aimerais aller au foot parce que j'aime beaucoup le foot. Et des autres, il faut plein de choses que nous, on ne peut pas le faire. Parfois parce qu'on n'a pas de l'argent, parfois on n'a pas des papiers. Vida, hay vida dentro de mí. Vida, vida a nuestro alrededor. Mira, mira a tu alrededor. Vida, hay vida a todo nuestro alrededor. Hay vida, hay vida. Voilà, c'est terrible et pourtant c'est la triste réalité. Plus de 150 000, on disait. Maria, vous avez les larmes aux yeux. Hein. Vous voyez ces enfants et vous vous dites, voilà, c'est mon fils qui est dans ce cas-là. Il faut que ça change. Il faut que la société civile prenne aussi en compte tous ces enfants qui vivent à côté d'eux sans trop savoir comment ni pourquoi et quel avenir ils auront. Maria. Oui, parce que dans la chanson, on entendait bien, il y a la vie en moi. On n'est pas de robots, on n'est pas de fantômes. On a quand même la vie. On a des rêves, on a des espoirs. Et en tant que sans-papier, tout ça, c'est abandonné, c'est cassé. Et parfois, les gens pensent que les sans-papiers sont des gens moins intelligents, des gens qui ne sont pas capables de faire des métiers que les autres ils sont capables. Mais ça, c'est un terrible mensonge. On est des humains comme Antoinelle, comme toi, comme elle, comme tout le monde. On est des êtres humains. Sauf qu'on est né dans des pays un peu plus pauvres ou un peu plus difficiles. C'est ça la différence d'être sans papier et d'être avec papier. Vous n'avez pas non plus la vie que vous vouliez avoir puisque vous avez suivi une formation d'esthéticienne. Est-ce que vous pratiquez en tant qu'esthéticienne? Qu'est-ce que vous faites comme boulot en Belgique? Quand vous êtes arrivée, qu'avez-vous fait comme boulot? Vous n'avez pas choisi? Quand je suis arrivée, je suis allée m'en occuper d'un enfant, d'un bébé qui avait l'âge de mon bébé, que j'ai dû laisser avec ma famille. En fait, j'ai laissé mes enfants
là-bas avec ma maman et je suis venue m'en occuper des enfants des autres. Alors, tout l'amour que j'avais pour mes enfants, j'ai quand même donné à des enfants des autres. Et le ménage, et m'en occuper des personnes âgées. Je faisais quand même mon travail d'esthéticienne parce que c'est l'amour de ma vie. Quand je faisais un peu en dehors de tout ça, je travaillais jusqu'à minuit, on va dire comme ça. Parce que pendant la journée, je travaillais dans des maisons et après, j'allais faire chez les clientes. Et on continue comme ça. Mais le rêve, c'est vraiment de pouvoir exercer ma profession, d'avoir mon institut avec mon nom gravé là. Allez, peut-être un jour, Maria. Société Angot, vous êtes directrice générale du CIRE. Comment devient-on une sans-papier? Comment est-ce possible aujourd'hui encore, alors qu'après 20 ans passés chez nous à travailler, à être citoyenne comme vous et moi, on peut être sans-papier aujourd'hui en Belgique? Mais il y a autant d'histoires de sans-papiers que d'humains derrière ces situations. Donc il faut savoir qu'on est en Belgique dans une situation favorable où, quand on est belge, on a une liberté de circuler un peu partout dans le monde, que ce soit pour des vacances ou pour tenter l'expérience dans le cadre d'études ou dans le cadre du boulot. On est vraiment une minorité de citoyens sur la Terre à avoir ce privilège-là. Les autres, ceux qui viennent de pays qui sont un tout petit peu moins favorisés ou un petit peu moins sûrs, n'ont pas ce privilège-là. Et donc, personne ne choisit d'être sans papier. La plupart des personnes sans papier ont eu des papiers, comme Maria, et les ont perdus. Et puis aujourd'hui, ça se multiplie des situations où les personnes n'arrivent jamais à obtenir leurs papiers. C'est aberrant, mais la législation belge aujourd'hui est très opaque et on parle d'un pouvoir discrétionnaire. Alors discrétionnaire ne veut pas dire arbitraire, mais donc le pouvoir discrétionnaire du secrétaire d'État à l'asile et l'immigration, c'est une compétence fédérale. Il n'y a pas de critères. Ce dont Maria a bénéficié en 2009, c'était une campagne de régularisation qui fixait des critères qui permettaient d'obtenir un titre de séjour. Depuis 2009, il n'y a pas de critères, il n'y a plus de critères. Et donc, on peut demander un titre de séjour, mais on ne sait jamais si on va l'obtenir et on ne sait pas en fonction de quoi on l'obtient. Et puis surtout, ça s'est réduit à une peau de chagrin. Le nombre de cas dans lesquels on peut obtenir enfin le sésame, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que cette campagne est lancée, pour demander enfin des critères dans la loi. Je fais souvent la comparaison avec les permis de bâtir. Quand on veut construire une annexe à son jardin ou faire un garage, en fait, on va voir l'administration qui nous dit « oui, ça va aller, ah non, il faudrait d'abord rehausser ci, rehausser ça ». Lorsqu'il s'agit d'une vie, d'une destinée humaine, en fait, on ne peut pas aller voir l'administration, c'est fermé et on ne peut pas savoir si on va avoir des chances d'obtenir un titre de séjour. Et c'est cette injustice-là à laquelle il faut mettre un terme. Il faut que les citoyens se rendent compte que parmi nous, à côté de nous, à côté de nos enfants à l'école, à côté de nous dans le bus, dans la rue ou dans les magasins, il y a des personnes qui sont en sous-citoyenneté. Des gens qui ont les mêmes rêves, qui ont le même sang, le même squelette que nous, mais qui pourtant voient leur vie et leur humanité brisée. Il y a un plafond de verre qui s'impose à eux, qui fait que, quel que soit leur diplôme, ils n'exerceront pas dans leur diplôme parce que quand on est sans papier, on ne peut pas travailler librement. On est tributaire d'un employeur qui serait d'accord de prendre des risques. Mais pourtant, on travaille. Donc, on est dans un système social et économique utile. Enfin, Personne ne vit d'amour et d'eau fraîche. Hein. On dit souvent, voilà, ils viennent profiter de notre Belgique et de nos facilités. Pas du tout, parce qu'il n'y a évidemment pas de CPS, pas de droit au chômage, pas de mutuelle, pas de soins de santé remboursés. Voilà. Il n'y a aucun profit de leur part. Non, il n'y a rien. Donner plutôt leur main-d'œuvre, leur travail à un exercice de... Voilà. À bas prix, parce que, alors il ne faut pas considérer que tous les employeurs qui emploient des personnes sans papier sont des méchants exploiteurs, mais quand on est face à un travailleur qui ne peut de toute façon pas faire valoir ses droits, eh bien, lorsqu'on est mal intentionné, qu'on est employeur, alors on exploite cette situation. Et le travailleur sans papier est très démuni pour pouvoir... Il n'a pas droit à la maladie. Il n'a pas droit à la maladie, mais il n'a pas droit à un salaire minimum non plus. Il a éventuellement, alors ça a fait beaucoup l'actualité des travailleurs sans papier qui sont laissés sur le carreau parce qu'ils sont tombés d'une grue, tombés d'un toit, un accident du travail. Un employeur n'a pas envie de s'exposer. C'est potentiellement risqué pour un employeur de mettre au travail des travailleurs sans papier parce que c'est une infraction.
c'est une infraction. Alors, il y a des employeurs qui sont engagés et qui décident d'employer des travailleurs sans papier, de les payer décemment, mais ils courent un risque. C'est tant le travailleur sans papier qui court un risque que l'employeur. Mais c'est cette réalité-là dont il faut que les gens prennent conscience. Pourquoi est-ce que l'État belge aurait intérêt, justement, à régulariser tous ces sans-papiers? Alors, il y a plusieurs intérêts. D'abord, l'intérêt, le réalisme. Arrêtez de nier le fait qu'il y a 150 000 personnes, humains derrière ça. Tous ceux qui ne le disent pas. Voilà, donc des humanités, des vies en suspens. Les valeurs, ça peut être important. Et puis, financièrement, en fait, se rend-on compte, la coordination des sans-papiers a chiffré, se rend-on compte du manque à gagner pour la sécurité sociale. Le fait que tout ce travail, parce que tous les sans-papiers travaillent, bien évidemment, ils n'ont pas le choix, s'ils veulent manger, ils doivent travailler. Et donc, tout ce travail-là ne contribue qu'à un employeur ou à un client. La sécurité sociale n'est pas alimentée et les travailleurs sans papier ne contribuent pas à leur pension, à leur retraite simplement. Et c'est dramatique. Donc simplement par intérêt financier, a priori, la sécurité sociale, elle a besoin d'être renflouée. Eh bien, faisons-la renflouer grâce à l'apport des travailleurs sans papier, en déclarant leur travail simplement. Alors, le CIRE, comme le Centre d'action laïque, la Ligue des droits humains, le CNCD 1111, sont partenaires d'une campagne, Societa, qui s'appelle We Are Belgium Too, dont on va parler avec Antonella. Pourquoi est-ce important, alors maintenant, de faire appel à la société belge, à l'humanité, justement, à notre capacité d'empathie? Quand on rencontre Maria et qu'on connaît Maria, on ne peut qu'adhérer et donc signer cette pétition pour faire bouger les lignes? Mais oui, d'abord, je le rappelle, c'est vraiment pour prendre conscience, parce qu'on est dans une période particulière au niveau sanitaire, on s'est tous sentis vulnérables. Sachons quand même qu'il y en a qui sont plus vulnérables que d'autres, parce qu'ils n'ont pas accès aux soins de santé. Ils n'auront pas accès au vaccin non plus. Ils n'auront. Alors, en principe, la vaccination sera accessible, pas forcément dans l'intérêt des personnes concernées, mais dans l'intérêt général, on va dire. Mais c'est important qu'on refuse ce système, parce que depuis 2009, en fait, l'opinion publique a détourné le regard. Elle a détourné le regard du sort dans lequel les personnes sans papier sont, et c'est devenu un combat politique d'acteurs comme le CIRE, entre des acteurs comme le CIRE et des autorités politiques. Il s'agit aussi que l'opinion publique, que le voisin, le copain de classe, le client, éventuellement disent « mais moi, en fait, je connais des personnes sans papier et ça ne me coûte rien et ça ne m'enlèvera rien que de leur donner des droits. Ce sont des humains comme moi. » Et c'est pour ça que le CIRE s'engage dans cette campagne, pour qu'enfin l'opinion publique soit présente et réclame aussi des droits pour les personnes sans papier. Alors, 150 000 signatures symboliques qu'on réclame pour cette campagne We Are Belgium Too, ça correspond à plus ou moins 150 000 sans-papiers de Belgique. On le disait, Antonella, comment est née cette campagne et pour qui? Alors, vous la faites vivre, vous aussi, avec Sans Papiers TV, dont vous êtes la porte-parole, et ces capsules, ces petits témoignages dont on a vu un extrait. Comment s'est organisé tout ça autour des sans-papiers de Belgique? Alors, cette campagne, c'est une initiative de personnes sans papier, donc des membres de la coordination des sans-papiers de Belgique, qui, après des années de lutte sans réponse du côté politique, se sont dit qu'il était peut-être nécessaire de changer de stratégie et donc ont imaginé cette campagne avec Sans Papiers TV que je représente aujourd'hui. Et je précise quand même que moi, j'ai des papiers et si je suis ici, c'est tout simplement parce que j'ai l'opportunité de venir ici parler sur un plateau de télévision, ce qui n'est pas le cas toujours des membres de cette ASBL. Et donc, tout le monde n'a pas le courage de Maria ou même tout simplement la possibilité de venir se libérer en journée pour participer à une émission. Donc voilà, je suis là, mais je représente et en même temps, je ne suis pas la personne la plus légitime pour parler de cette campagne. Mais donc cette campagne est vraiment arrivée en réponse à l'absence de réaction du politique. Et donc l'idée maintenant, c'est de passer par le citoyen belge et la mobilisation des citoyens belges pour faire réagir ces politiques qui ne réagissent pas depuis des années. Les capsules, les petites vidéos qu'on a vues, enfin on en a vu une, et si on a le temps, j'aimerais en montrer une seconde, mais bon, voilà, on va un petit peu se dépêcher parce que le temps court, évidemment. Ces capsules ont été faites, pensées, réalisées par les sans-papiers avec votre aide. Comment ça s'est passé? Racontez-nous.
Donc, Sans Papiers TV, c'est une ASBL qui a été aussi créée par des sans-papiers, qui est une émanation de la coordination. Et donc, l'idée, c'est de permettre à des personnes sans-papiers de s'exprimer, de parler des enjeux qui les touchent par leurs propres moyens. Et donc, les capsules ont été réalisées avec l'aide de professionnels de l'audiovisuel et des personnes sans-papiers qui ont travaillé ensemble pendant plusieurs semaines pour arriver à ce résultat-là. Et donc, voilà, c'est assez rare, je pense, que ce type d'initiative soit prise. Donc, voilà. Il faut la souligner. On peut vous découvrir tout ça sur le site internet, www.wearebelgium2. Donc nous sommes belges aussi. Où en sont les signatures pour le moment? On vient de dépasser les 20 000 signatures, ce qui est déjà une belle victoire, mais voilà, il y a encore du travail pour arriver à cet objectif. C'est une campagne qui aura sur le long terme, qui pourra s'étaler sur le long terme, donc il n'est pas perdu de signer. Et vous faites des actions également, dès qu'on pourra un petit peu ressortir, vous comptez faire porter cette parole? Il y a des actions qui sont menées, donc il y a énormément de partenaires, comme vous l'avez dit, qui soutiennent cette campagne, notamment les syndicats, qui vont aller en rue dès la semaine prochaine, je pense, pour faire signer des personnes en dehors, on va dire, des réseaux sociaux qui sont pour l'instant notre canal principal pour communiquer. Et on l'espère, dès que l'on pourra, pouvoir aussi sortir en rue avec un grand rassemblement, parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont prêtes à descendre dans la rue pour défendre ce message-là. Il y en a qui n'ont pas peur. Maria disait, je n'ai pas peur, de toute façon je vis dans la peur quotidiennement. Que disent les autres? Parce que voilà, Maria nous a dit off record, donc en antenne, que prendre un transport en commun, c'est déjà une grande peur de se faire contrôler. Que disent les autres? Ils sont prêts à témoigner ou c'est encore un peu difficile pour la plupart? Alors certains témoignent, vu qu'on a réussi à obtenir certains témoignages dans ces vidéos. Les personnes sans papier qui sont prêtes à témoigner sont nombreuses, mais il faut dire que ce n'est pas toujours facile d'expliquer son histoire, simplement de s'exprimer, de dire clairement ce qu'on a envie de dire. C'est pas donné à tout le monde. Il y a une fierté aussi. Enfin, je veux dire, il y a un sentiment de je n'ai pas envie d'étaler mes soucis à tout le monde. Et puis je suis belge, j'ai peur de parler de ça, non, Maria? Il y a un honneur aussi. Tout à fait. Des codes d'honneur qui sont difficiles à briser. Beaucoup de gens ne veulent pas se montrer parce qu'ils ne veulent pas que les autres sachent dans quelle situation ils sont. C'est un peu humiliant, on va dire. Vous êtes prête à vous battre jusqu'au bout, Maria, avec Societa, avec Antonella et beaucoup d'autres? Jusqu'au-delà debout. Le mot de la fin, Societa Ngo, c'est très important de signer cette pétition et de prendre conscience. C'est essentiel. Je parlais de valeurs, mais au-delà des valeurs, c'est essentiel parce que, on le sait, ça n'a pas de sens que des infirmiers diplômés en Belgique ne puissent pas aider aujourd'hui, et ça parle à tout le monde, dans un hôpital parce qu'ils sont sans papier. C'est insensé de savoir que quand les cuisines des restaurants rouvriront, eh bien, les plats auront été préparés par des personnes sans papier. C'est insensé de continuer d'accepter cette sous-citoyenneté à nos côtés. Merci beaucoup, Societa Ngo. Maria et Antonella. Alors, on n'a pas pu la passer, mais je vous invite vraiment à aller voir sur le site internet www.wearebelgium2 pour découvrir Apollinaire, qui a beaucoup de choses à dire aussi, notamment sur le travail. Merci à vous trois d'avoir été là. Merci. Signez la pétition, vraiment signez. Merci à vous et à très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité. Au revoir. Au revoir.